nous allons vous présenter une table ronde sur la stratégie des entreprises dans un monde ultra connecté. Une table ronde qui est présentée, qui est animée plutôt par Monsieur Rebattel. Nous avons Aurélien Rigard qui devait nous arriver de Shanghai, qui n'a pas pu prendre l'avion. Et donc aujourd'hui, nous avons une table ronde à 4 personnes. Et comme toutes nos tables rondes, nous procéderons après à un jeu de questions-réponses. Je circulerai dans l'auditoire avec le micro et vous pourrez poser toutes vos questions. Pour les informations pratiques, ceux qui n'ont pas encore assisté à nos différentes conférences et tables rondes d'Iginova, quelques précisions et infos pratiques. Nous avons un réseau Wi-Fi qui est ouvert à tous et pour lequel il n'y a pas de clé Wi-Fi. Ensuite, pour partager cet événement sur les réseaux sociaux, nous vous invitons à utiliser le hashtag d'Iginova. Merci Charles. Concernant le programme, il y a eu quelques coquilles sur le programme papier. Si vous êtes sur l'application Conférence Formi qui est téléchargeable sur Google Play, Apple Store et Windows Phone, vous pourrez vraiment suivre toutes nos conférences, le programme de toutes nos conférences en temps réel et à jour surtout. Et on vous demande, pour respecter les consignes de l'université, de ne pas manger dans les salles. Et si vous avez des questions, nous avons des points infos avec des étudiants de DUT-MMI qui sont en polo mauve. N'hésitez pas à les interpeller pour poser vos questions. Monsieur Rebattel, je vous passe la parole. Merci. À plus tard. Merci, Katia. Donc, bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième table ronde sur l'intelligence économique et face à la transformation numérique. Et là, pendant cette heure, pendant 60 minutes, on va essayer de parler un petit peu du sol calédonien, donc des petites entreprises calédoniennes face à cette grande mutation où le monde est ultra connecté. Il y a encore des gens tout à l'heure pendant la pause qui m'ont dit, mais qui ne connaissent pas Alain Juillet, donc je voulais le présenter. Donc Alain Juillet, qui est un ancien officier dans les forces spéciales, qui a été cadre et dirigeant d'entreprises françaises et européennes, comme Paul Ricard et Mark Spencer. Où en même temps il a été directeur du renseignement à la DGSE, donc c'est le moule à gaufres du bureau des légendes, pour ceux qui connaissent la série. Et puis surtout, il a été haut responsable à l'intelligence économique et très résilient, puisqu'il est resté pendant 5 ans à cette fonction auprès du Premier ministre. Donc il connaît très bien l'intelligence économique et puis il a pu lancer ses approches défensives et offensives. Charles Germain aussi qui nous rejoint, qui est membre du bureau du syndicat des commerçants de Nouvelle-Calédonie. Donc on va voir quelles sont les opportunités et puis les inconvénients qu'on a avec ce monde ultra connecté dans le commerce, et le e-commerce. Albin Goulet-Allard, qui est cadre et dirigeant d'entreprise et puis surtout président de NCTI, donc New Caledonia Trade Invest, qui est chargé un petit peu d'accompagner les entreprises, qui est un cluster pour faire de l'export du produit et services. Donc on va parler, on attendait aussi Aurélien Rigard, donc de IT Consultis. Alors c'est dommage parce que lui c'est une société basée en Chine et qui travaille beaucoup dans le web marketing et qui a grâce au numérique a explosé de manière exponentielle en 5 ans. Très bien, mais il est resté bloqué en Chine à cause d'une panne informatique. Voilà. Donc dans un contexte de globalisation des échanges, on va essayer de voir quelles sont les opportunités pour un petit territoire comme la Nouvelle-Calédonie, en utilisant le numérique pour s'exporter, le e-commerce, etc. Et puis peut-être aussi une petite partie sur les contrats internationaux, une petite partie intelligence économique aussi sur l'espionnage économique auquel on peut être confronté. Et donc je vais peut-être commencer par Alain Juillet, si vous voulez. Non, moi, je dirais que d'abord, je pense que pour une île, quelle qu'elle soit, actuellement, le numérique est un formidable moyen de développement. Moi, j'enseigne en Corse. On est en train d'apprendre à l'administration de la Corse comment utiliser les techniques de l'intelligence économique et du numérique pour développer la Corse en s'appuyant sur ses spécificités. Et il y a par exemple un exemple pour moi qui est très intéressant, parce que je ne dis pas ça pour la Corse, je dis aussi c'est valable ici. Regardez l'histoire de l'imprimante 3D. L'imprimante 3D permet de faire dans des endroits absolument incroyables des pièces qui sont des pièces au top de ce qui se veut faire dans le monde.
le développement de l'imprimante 3D, ça c'est quelque chose qui n'exige pas de gros investissements industriels très lourds et qui donne des résultats extraordinaires. Et alors dans des endroits comme ici, on est capable de faire avec des imprimantes 3D des pièces, des produits qui étaient inimaginables sans de l'industrie lourde il y a simplement 10 ans. Donc, on voit bien qu'il y a aujourd'hui, on va parler de plein de choses, je pense, mais je pense que dans une île, et la Calédonie est une grande île, la Nouvelle-Calédonie est une grande île, il y a des opportunités extraordinaires grâce au numérique qui n'existaient pas avant. C'est pour ça qu'il faut bien maîtriser le numérique en général, bien les techniques du numérique, il faut être sensibilisé, formé à cette utilisation. Et derrière, à partir du moment où il y a une volonté, comme on dit, là où il y a une volonté, il y a un chemin. À partir du moment où on y croit, à partir du moment où on se fixe des objectifs, moi je pense qu'ici il y a plein d'opportunités. Et déjà, il y a beaucoup de choses qui sont faites, par les commerçants en particulier. Si j'en crois les papiers, les dépliants qu'ils nous donnent. Oui, tout à fait, Charles Germain. Donc j'ai regardé un petit peu ce que faisait le syndicat des commerçants et en fait le e-commerce, on y est déjà. Alors effectivement, on y est déjà. Depuis quelques années, on essaye surtout de le renforcer. Je dirais qu'il y a deux aspects en fait qui poussent les commerces à s'y intéresser. Il y a ceux qui ont commencé il y a plus longtemps. Donc pour booster entre guillemets leur commerce, leur vente, en tant que levier de croissance, pour aller chercher peut-être de la clientèle. Alors soit c'est du commerce de détail, mais la clientèle qui se déciderait peut-être plus facilement comme ça. Et c'est une ressource qui, là je parle il y a plus de 5 ans, quoi. C'est une ressource qui à cette époque-là n'est pas forcément accessible à tout le tissu économique calédonien, en particulier le commerce calédonien, parce que l'accès à la ressource en termes de prix, de capacité technique, interne ou externe même. Donc il y a certains acteurs qui ont commencé. Et après, maintenant, on est plutôt dans un contexte où nous, ce qu'on insiste, c'est de se dire quasiment tous les commerces devraient s'y intéresser, parce que s'ils ne le font pas, à côté de ça, il y a de la concurrence. Alors de la concurrence peut-être locale, bien entendu, mais surtout de la concurrence internationale. Et quand un consommateur calédonien essaye de chercher un peu sur Internet, soit des offres et autres, donc il va être peut-être plus facilement poussé à chercher sur des plateformes qu'on connaît bien internationales, style Amazon. Oui, Amazon, voilà, ce genre de choses qui ont bien souvent des avantages en termes de délai de traitement, délai de livraison qui peuvent des fois être assez intéressants. Et donc ça, c'est le deuxième aspect que je disais, c'est que il y a tout intérêt en fait pour le commerce calédonien à ce niveau-là, ceux en tout cas qui n'ont pas fait le pas, de se réveiller par rapport à ça, parce que en ayant une offre sur l'ensemble de la Calédonie la plus fournie possible, on incitera plus facilement le consommateur à avoir cette démarche de se dire finalement je le trouve en Nouvelle-Calédonie, c'est accessible plus rapidement, et bien entendu ensuite on va jouer sur la base du commerce local, c'est-à-dire la proximité de service, le SAV, ce genre de choses. Donc par exemple, voilà, ce qu'on avait apporté, là, on a développé depuis 2 ans un site internet qui s'appelle tout simplement presquetout.nc. Voilà, c'est-à-dire que l'idée c'est de dire c'est qu'on trouve presque tout en Nouvelle-Calédonie. C'est que bien souvent, en ne cherchant pas, on ne peut pas savoir. Donc c'était un peu ça l'idée, d'essayer alors bien entendu, on ne rivalisera jamais totalement avec une plateforme comme Amazon, ça c'est sûr, surtout à la taille de la Nouvelle-Calédonie. Mais c'est qu'en tout cas, voilà, il y a un effort qui est fait. Et maintenant, il existe, pour ceux qui ne connaissent pas encore, il y avait 2 plateformes de marketplace qu'on appelle qui ont fusionné en une seule, qui permettent justement à tous les commerces calédoniens d'abord d'avoir une vitrine sur Internet, ce qui est déjà pas mal, ce qui permet, comme on disait, effectivement, à un consommateur de pouvoir découvrir que finalement si on trouve tel type de produit, alors qu'il n'aura peut-être pas fait la démarche de se déplacer physiquement en se disant de toute façon ça sert à rien parce que je ne peux pas le trouver. Donc il y a la possibilité d'avoir cette vitrine-là, et possibilité d'avoir accès à des outils de vente en ligne qui sont bien souvent
complètement inaccessible lorsqu'on est seul en son coin en termes en termes de développement et en termes de prix. Donc oui, le commerce calédonien rentre de plus en plus sur la vente en ligne, et il y a tout intérêt en fait. D'accord. Est-ce que vous avez vu depuis un certain nombre d'années des fermetures de boutiques, par exemple, à cause de la concurrence de Amazon, AliExpress, eBay ? Alors je ne sais pas si on pourrait dire que ce serait à cause de la concurrence internationale. Ouais. Il est sûr qu'il y a des boutiques, que ce soit sur la marketplace, qui peuvent, comme beaucoup de choses, hein, il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent pour différentes raisons. C'est pas spécialement un phénomène qu'on a cherché à observer ou regarder, mais il n'est pas impossible que sur des boutiques qui avaient leurs propres outils à part, soit ils l'ont déplacé carrément sur la marketplace, ou soit ils l'ont arrêté pour des questions effectivement de coûts, hein, de traitement, parce que ça coûte cher à mettre en place. Et l'enjeu, j'ai peut-être oublié de parler de ça tout à l'heure, c'est que des fois il y a des difficultés à convaincre certains commerçants de se lancer, parce qu'ils se disent de toute façon, au trafic que représente la Nouvelle-Calédonie, est-ce que c'est vraiment intéressant ? C'est sûr que quand on commence, c'est toujours un peu la question fatidique de dire est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Alors, peut-être un peu de manière idéaliste, je dirais, de toute façon, si on ne le tente pas, on le saura pas, et ça ne marchera pas, ça c'est sûr. Donc, le but, effectivement, par exemple, avec la marketplace, c'est de créer du trafic. Le site, comme je disais, presque tout chez nous, c'est pareil, c'est de créer du passage et du trafic. À partir du moment où il y a du trafic, il y aura petit à petit de l'engouement, les gens ont plus de chances de revenir. Mais s'il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de trafic, ça c'est sûr. Donc pour en revenir à ce qu'on disait, il est possible que certaines aient arrêté, mais dans tous les cas, c'est sûr qu'il y a peut-être ce petite période de patience au départ, et c'est sûr que le trafic ne tombera pas du jour au lendemain dès le départ, quoi. D'accord. Donc dans les commerces, en fait, en Calédonie, on utilise bien sûr le numérique pour s'afficher, pour l'affichage, hein, pour le marketing, aussi pour sourcer, je suppose. Pour sourcer les produits, donc on utilise beaucoup ces techniques. Est-ce qu'il y a de nouvelles techniques, comme par exemple, je crois que c'est en métropole, hein, il y a des boutiques où on se met devant un miroir, et avec l'intelligence artificielle, donc ça prend vos mesures, et puis vous choisissez sur un catalogue les vêtements, donc ce qui permettrait à la Nouvelle-Calédonie, parce qu'on nous dit toujours j'ai pas de stock parce que ça coûte trop cher de stocker, d'acheter après directement et de se faire livrer online. Est-ce qu'il y a des petits commerces qui font déjà ça à Nouméa, à votre connaissance? Alors, pas à ma connaissance, mais j'ai le souvenir d'avoir assisté l'année dernière à des projets de présentation des étudiants de l'EGC. Et un projet justement sur l'avenir du commerce était porté là-dessus. Donc, c'est-à-dire effectivement se mettre devant un miroir et le miroir adapter par exemple une robe ou un vêtement sur la personne. Alors je pense pas que j'ai pas à ma connaissance, c'était pas d'actualité encore en Calédonie. Je sais pas comment c'est répandu d'ailleurs dans le monde, dans d'autres grands pays, mais pourquoi pas. Je pense que d'ici 5 à 10 ans, on peut être très vite dépassé, hein, je pense, aujourd'hui par le numérique. Hein, si la technologie existe, je pense pas que... On peut l'espérer, hein, mais je pense pas qu'elle se développerait d'abord en Calédonie. Mais si la technologie existe et on la trouve dans d'autres pays, j'ose espérer que quelques années après, elle devienne accessible aussi en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi pas ? Merci. Alban, quelles sont les opportunités pour notre petit territoire, hein, d'à peine presque 300 000 personnes, pour se développer dans la région ou ailleurs avec le numérique? Déjà, le numérique, c'est déjà l'image qu'on reflète. Il y a encore 10 ans, peu d'entreprises calédoniennes, que ce soit pour l'import ou l'export, avaient un site internet. Et tous, chefs d'entreprise, dès qu'on veut acheter ou vendre des produits, notre première démarche, c'est d'aller voir le site internet de la structure que l'on recherche. Et aujourd'hui, notre structure, elle représente environ 100 adhérents. Et 20% sont des entreprises qui exportent du service numérique. Ça a explosé ces derniers temps, tout simplement puisque le numérique, c'est le plus simple à exporter, parce que généralement, on ne se déplace pas. La première barrière, c'est le billet d'avion et l'éloignement.
Et à travers le numérique, on peut effectivement exporter nos services. Alors, le numérique, c'est extrêmement large, hein. Ça va de la géolocalisation, de la cartographie satellitaire, en passant par de l'ingénierie, toutes les compétences que l'on a en Calédonie, et notamment liées aussi au domaine de la mine. Donc aujourd'hui, le numérique a permis de faciliter l'exportation de nos services, l'exportation de notre savoir-faire. Ça facilite également aux entreprises. Et vous le disiez, Monsieur Juillet, sur l'impression 3D, notre insularité est un frein. Et effectivement, ce genre de technologie peut nous permettre par rapport à nos problèmes de stock ou de production, de pouvoir répondre plus rapidement. Donc oui, le numérique aujourd'hui, c'est une nécessité absolue. C'est une réalité en Calédonie. Aujourd'hui, les entrepreneurs calédoniens exportent dans la zone. Donc dans la zone, c'est l'État insulaire du Pacifique. Et on n'est plus obligé de se déplacer systématiquement pour exporter nos compétences. Donc grâce au numérique, on peut aujourd'hui faire du chiffre d'affaires à distance. Merci. Alain Juillet, quel est votre ressenti, donc vu de l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie, hein, quel est l'avantage compétitif qu'on pourrait avoir en Nouvelle-Calédonie? Petit territoire. Petit territoire, tout est une question d'échelle. Petit territoire peut-être au niveau mondial, mais pour la région, c'est un des très gros territoires de la région. Donc, et à partir de ce moment-là, il faut voir si ce territoire, on peut y développer des spécificités qui sont intéressantes pour les pays autour. Ce qui implique de bien connaître effectivement tous les pays autour et de voir les besoins pour pouvoir y répondre. Mais moi, je crois que l'avantage aussi de la Calédonie, c'est que le fait de son insularité et l'arrivée du numérique permet d'y développer des quantités de petites entreprises. Parce que c'est le problème des commerçants d'ailleurs. Hein. Aujourd'hui, avec le numérique, on peut créer une entreprise avec des conditions qui étaient inimaginables il y a quelques années. Parce qu'il y a quelques années, il fallait avoir des spécialistes dans plein de domaines pour pouvoir faire le travail. Aujourd'hui, avec les logiciels, avec tous les systèmes qui existent, on peut faire de la gestion d'entreprise de manière très simple. En définitive, à partir du moment où on a les bons outils, on peut créer... Là aussi, assez facilement, on peut avoir des informations sur les marchés, comme ça vient d'être dit, et à partir de là, les identifier, dialoguer avec eux, faire des... Donc il y a d'énormes possibilités, il y a un potentiel considérable à partir du moment où on sait le saisir. Et je crois que le vrai problème, c'est comment promouvoir la création de start-up dans des domaines nouveaux, imaginatifs, créatifs, hein, qui répondent à des besoins du territoire, bien sûr, mais qui répondent aussi à des besoins de la zone qui est autour de ce territoire. Et ça, on s'aperçoit que chaque fois qu'il y a cette politique qui est menée, ici mais comme ailleurs, hein, ça fonctionne très bien. On a tous entendu parler de l'Estonie, là, mais moi je voudrais revenir sur l'Estonie, parce que moi, l'Estonie, j'adore, hein. En définitive, parce qu'on nous a expliqué, effectivement, d'ailleurs, ce sont devenus des experts extraordinaires en numérique. Bon. C'est les champions du monde des hackers, puisque l'OTAN a installé ses hackers pour attaquer les pays de l'autre côté en Estonie. C'est quand même une référence. Bon, mais comment ça a commencé l'histoire de l'Estonie? C'est quand ils ont décidé, après la chute du mur de Berlin, de démolir, de faire tomber la statue de Staline, et les Russes ont été absolument furieux. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaqué, en numérique, ils ont attaqué l'Estonie, et pendant 48 heures, tous les services d'administration estoniennes ont été arrêtés. Et c'est ça qui leur a fait dire « Ah ben c'est terrible, il faut qu'on trouve une réponse ». Et la réponse, ils l'ont trouvée. Ils sont devenus les meilleurs spécialistes en Europe. Hein. Donc, eh bien, moi c'est ça. Bon, je dirais que le problème crée aussi celui qui répond. Hein. Donc ici, on a la chance, la Calédonie a la chance d'avoir une position très intéressante par sa taille, par les activités, par son potentiel, par les gens qui y vivent, par les formations qui s'y développent. On est ici à l'université, il n'y a pas beaucoup d'universités dans le coin. Et de cette taille. Donc c'est ça, donc il faut tirer parti de tout ça, mais ça c'est une politique dans laquelle c'est pas uniquement des gens qui vont dire je crée une start-up, il faut qu'il y ait toute une politique d'encouragement au développement de commerce, de start-up et autres, qui vont pouvoir ensuite exploiter leur propre spécificité pour se développer. Donc oui, c'est toute une chaîne en définitive, mais elle existe, elle existe ici.
Tout à fait. Pour les services, donc, comment aussi se protéger, puisque ça nous facilite donc l'accès à l'export, bien sûr, dehors. Je vois dans l'ingénierie, donc avant il fallait être inscrit dans des bases de données et on recevait par fax ou par courrier les données biblio. Maintenant on googleise. Bon, il faut bien sûr croiser les informations, mais c'est beaucoup plus facile. Mais à l'inverse, on a des sociétés sur les grands projets, par exemple, on a des sociétés internationales qui remportent des marchés et qui font travailler des Brésiliens ou des ingénieurs indiens qui ont un salaire qui est beaucoup plus bas qu'en Nouvelle-Calédonie. Donc on est plus compétitif. Comment on peut... C'est là où il faut regarder la réalité en face. Hein. Il est certain que certaines grandes sociétés étrangères négocient des contrats avec des conditions bien plus intéressantes que par exemple celles qu'on peut faire sur un territoire comme la Calédonie, parce qu'ils ne vont pas avoir à supporter un certain nombre de charges, un certain nombre de contraintes qui existent ici. Hein. Moi, je vois, pour ne pas parler des Calédonies, mais je vois par exemple les Chinois sur certaines zones du monde actuellement, quand ils arrivent, ils signent des contrats, et puis ce sont des travailleurs chinois, il y a tout un ensemble qui est complètement chinois. Évidemment, ça échappe à tous nos systèmes d'équilibre. Mais c'est là justement où il faut faire la part des choses, et c'est aussi le rôle des États, hein, ou des gouvernements locaux, hein, ou des hauts commissariats locaux avec les politiques locaux. Il faut aussi savoir mettre en place un certain nombre de règles du jeu. Il ne s'agit pas de faire du protectionnisme. Le protectionnisme est idiot parce que ça ne fait que retarder une échéance, donc ça ne sert à rien. Hein, au contraire, il faut se préparer à une concurrence internationale dans certains domaines qui est toujours de plus en plus forte, mais il faut le faire en la pilotant. Et c'est là où le rôle du politique est très important là-dedans. Mais d'un autre côté, il faut aussi voir la réalité des choses. Tout évolue très vite, et on ne peut plus aujourd'hui vivre en milieu fermé en se disant « chez nous, on va le faire ». C'est pas vrai. Hein. Alors, il y a aussi un autre problème, c'est que si vous êtes bon, et ça a été évoqué par certains, si vous êtes bon, ben, évidemment, vous intéressez beaucoup de gens, et à partir de ce moment-là, on risque aussi de vous piquer vos bonnes idées. Donc il faut aussi apprendre à se protéger, d'où la nécessité de protection du secret d'entreprise, d'où la nécessité de faire attention dans sa communication. Enfin, donc c'est très complexe tout ça, hein. Mais on peut très bien y arriver. Hein, il y a des pays qui sont arrivés aujourd'hui, des zones du monde dans lesquelles on arrive très très bien, qui ne sont pas très riches, pas très puissantes, et qui arrivent à s'en sortir très très bien. Mais elles se sont créées des spécificités. C'est ce qu'il faut qu'on fasse ici. Alors justement, en métropole, c'est plutôt le préfet de région qui a un petit peu ce rôle de pilotage ou d'animation de la démarche d'intelligence stratégique territoriale. Ici, donc, avec cette multiplication des compétences, donc le haut-commissaire, il devrait être en charge, mais bon, la compétence économique, c'est pas de son ressort. Donc, c'est le gouvernement de Nouvelle-Calédonie et les provinces qui sont compétentes en économie. Est-ce que ça serait pas aussi le moyen de dire, parce qu'on voit des stratégies il y a des stratégies de développement du numérique qui sont, il y a eu des états généraux, c'est très bien fait. Il y a des stratégies de développement de l'économie de la mer, de l'économie bleue, la stratégie minière, mais c'est un petit peu en silo, même s'il y a quelques passerelles. Et il n'y a pas de définition des enjeux pour le territoire et les provinces. Et à la fin, donc les actions, les plans d'action qu'on met pour qu'on décide, et le budget, bien sûr, qui est lié, quoi, pour justement mieux se protéger et mieux améliorer les opportunités. Oui, mais là c'est dans le système calédonien, la logique voudrait que ce soit au niveau du gouvernement, hein, qu'il y ait un organisme qui est chargé de coordonner les politiques de spécialité, je dirais, qui peuvent être faites par les uns et par les autres. Bon, on parlait du nickel, il est certain que il faut qu'il y ait au niveau du territoire une coordination sur la politique du nickel. Non pas parce que, même si les sociétés sont des sociétés privées, ce sont des sociétés très différentes les unes des autres, il n'empêche quand même qu'elles sont la cible d'un environnement mondial qui, lui, par contre, doit être bien connu par tout le monde et pris en compte par tout le monde.
Parce que, regardez, par exemple, aujourd'hui, on vous dit, ça y est, c'est formidable, le cours du nickel a remonté. Mais il a remonté uniquement parce que les Indonésiens ont décidé d'arrêter d'exporter du nickel parce qu'ils veulent tout concentrer leur nickel sur la fabrication de batteries. Bon. Le problème, ça c'est un problème à part, mais le problème c'est que les batteries avec du nickel ne sont peut-être pas la bonne solution dans la durée. D'après ce qu'on voit maintenant, il y en a d'autres qui se préparent, qui sont en train de sortir et qui présentent, semble-t-il, plus d'intérêt technique. Bon, si ça se révèle vrai, ça veut dire qu'à un moment donné, l'Indonésie, pour vendre sa production, rouvrira les vannes. Si elle rouvre les vannes, ça veut dire que ça s'effondrera ici. Donc tout ça, si vous voulez... Alors moi, je ne suis pas en train de vous faire un tableau noir, au contraire, bien au contraire. Mais je dis, il faut bien regarder tout ce qui se passe et le prendre en compte. Or ça... c'est pas uniquement une entreprise, c'est un ensemble, c'est l'État qui doit. Et alors l'État ici, c'est le gouvernement. Voilà. Et on pourrait prendre dans tous les domaines. La mer, c'est pareil. Regardez au Vanuatu, les Chinois viennent d'arriver, on fait à Santo un wharf de 300 mètres. Ils ont construit des entrepôts énormes. Pourquoi ? Quand on connaît le Vanuatu, c'est pas pour les cocotiers, c'est pas pour les noix de coco, c'est pas pour stocker du copra. Donc, et à l'évidence, on est parti pour avoir des pêches intensives autour du Vanuatu. Politique de la mer. Ça vaut le coup de regarder, de se poser des questions sur ce qui va se passer, les conséquences dans la région. Vous voyez ? Donc c'est ça, je crois qu'il faut... la Calédonie est riche d'opportunités dans tous les domaines. Elle a vraiment beaucoup de possibilités. Bon, mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une coordination. Moi, je suis un métropolitain, j'arrive. Hier, j'ai vu qu'il y avait 3 ou 4 responsables au niveau du territoire sur le numérique. Bon, c'est vrai, c'est ce que j'ai compris. J'ai peut-être pas bien compris, mais j'ai eu l'impression que c'était comme ça hier. Bon, moi, ça m'a laissé rêveur, parce que je me dis, s'il y en a 3 ou 4 qui ont chacun leur politique, alors là, la Calédonie est mal barrée. Par contre, si les 3 ou 4 arrivent à se mettre d'accord, c'est formidable, parce que là, il y a des choses à faire. Et dans chacune des régions, et puis pour l'ensemble, voilà. Dans chacune des provinces. Donc la coordination est indispensable. Oui, tout à fait. L'indépendance de chacun dans le numérique, la chance du numérique, c'est que ça donne une indépendance qu'on n'a pas connue pour les petites entreprises par rapport à avant. Les start-up aujourd'hui ont une indépendance formidable. Mais d'un autre côté, il faut quand même un minimum de coordination parce que il faut que tout ça avance à peu près dans le même sens. On ne peut pas tous partir en ordre dispersé. La France, c'est le pays d'Astérix. Quand on voit dans Astérix, vous savez, on voit les gens du village, ça part dans tous les sens. Bon, chacun sait que dans l'histoire réelle, c'est Rome qui a gagné, c'est pas Astérix. À mon désespoir, peut-être, mais c'est comme ça. Alors justement, avec notre positionnement géographique, donc la Nouvelle-Calédonie dans la région, et l'influence grandissante de la Chine, mais j'aime beaucoup votre analyse aussi de nos alliés américains, quoi. Entre les États-Unis et la République populaire de Chine, qui choisir ? Les deux, en général. Non, je crois qu'il faut... On a une position... Nous avons la chance de ne pas être totalement inféodés aux uns ou aux autres. Bien entendu, chacun des deux grands n'a qu'une idée en tête, c'est mettre la main sur nous. Donc la Calédonie, bien sûr, ça fait partie... Si vous interrogez les Chinois, ça fait partie de leur zone d'influence. Quand vous voyez une cartographie... une cartographie stratégique de la Chine où vous mettez le centre du monde à Pékin et puis vous faites des cercles concentriques autour, vous verrez que vous n'êtes pas très loin. Donc pour les Chinois, c'est évident. Par contre, pour les Américains, quand on fait le centre du monde à Washington et qu'on fait des tours, on voit que c'est déjà plus éloigné. Donc vous n'êtes pas... C'est sûr qu'aujourd'hui, vous êtes plus la cible des Chinois que des Américains. Mais les Américains nous considèrent la Calédonie comme faisant partie de la zone occidentale. Donc forcément, il y a toujours des zones conflictuelles sur le plan commercial, sur le plan stratégique et autres. Mais à partir du moment où on n'est pas totalement coincé par l'un ou par l'autre, il faut essayer de tirer son épingle du jeu. Et aujourd'hui, c'est sûr que pour toute la zone, d'ailleurs c'est valable aussi pour l'Australie, c'est valable pour la Nouvelle-Zélande, c'est valable pour toute cette zone, aujourd'hui il y a une zone qui peut avoir, grâce à ses spécificités, une différence et qui peut tirer son épingle du jeu. Chacun avec ses spécificités. C'est sûr que nous, on n'a pas les moutons qu'il y a en Nouvelle-Zélande, mais on a d'autres avantages. Charles,
Au niveau du e-commerce, est-ce que vous avez des données? Est-ce que vous savez si on achète ailleurs, les acheteurs sont des autres que les Calédoniens? Pour tous les commerces qui sont en ligne, les commerces calédoniens. C'est-à-dire des gens qui achètent de France, qui achètent du Japon. Ah oui. Alors justement, oui. Ça reste, on va dire, peut-être un petit peu à la marge aujourd'hui, mais oui. Alors ça existe parce que le développement de l'offre locale a permis, par exemple, alors je parle vraiment sur le commerce de détail, a permis, par exemple, aux familles de personnes qui résident en Nouvelle-Calédonie de pouvoir faire des cadeaux facilement, plutôt que d'envoyer de l'argent ou ce genre de choses. Ne serait-ce que faire des cadeaux. Alors, moi, je vais parler par exemple de mon cas personnel, j'ai des commerces de jouets, ne serait-ce que de faire des cadeaux de Noël, par exemple, pour les enfants, de manière simple et facile. C'est-à-dire d'avoir une vitrine, de pouvoir choisir, et de pouvoir être sûr d'être livré tel jour ou avant la période, de pouvoir personnaliser aussi le cadeau en mettant le nom de l'enfant ou voilà des petites choses comme ça. Oui, on a eu aussi, on a par exemple alors c'est pareil, c'est des cas un petit peu à la marge, mais c'est toujours intéressant. Des cas par exemple sur des séries de produits qui sont soit déjà écoulés. Alors je parle par exemple sur des marques. Alors, si prenez-moi l'exemple du jouet, alors sans trop les nommer, mais par exemple des marques de briques en plastique ou des choses comme ça qui sont bien connues, sur des séries qui sont limitées mais qu'on trouvait par exemple encore en Nouvelle-Calédonie, et on a eu des cas où des articles sont repartis par exemple en Europe ou des choses comme ça, ou alors dans la région autour, par exemple Wallis et Futuna ou autre. Donc oui, il y en a, parce que donc ça veut dire que la percée, quelle qu'elle soit aujourd'hui, du commerce calédonien, en fait, dépasse un petit peu la frontière de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Donc un très bon référencement, quoi. Continuer sur le référencement des sociétés. Alban, peut-être Colicalin? Ouais, accessoirement. on a créé une société il y a 4 ans qui s'appelle Colicalin. C'est une petite TPE qui, sans le numérique, n'aurait pas pu être créée. Et 95% de ces ventes, c'est le marché européen et français. Tout simplement, on s'adresse aux familles des métropolitains qui vivent en Calédonie, et également aux Calédoniens, aux jeunes étudiants calédoniens qui apprécient recevoir des bons produits de chez nous. Et effectivement, la start-up a été montée uniquement sur un concept purement export. En focalisant notre stratégie, c'est effectivement le consommateur calédonien qui va pouvoir faire la communication et répercuter à leur famille ou amis en métropole. Mais effectivement, notre concept est basé uniquement sur la partie export. Ça fonctionne. On ne fait pas des milliers de colis malheureusement, mais on en fait déjà 1000 par an, ce qui est déjà pas mal pour une petite start-up. Mais sans effectivement cet accès, cette possibilité d'avoir une boutique en ligne, d'avoir toutes les compétences locales pour créer un site internet dédié, etc., on n'aurait pas pu monter ce concept. Je voulais juste revenir sur la question de la région. Il faut savoir qu'il y a l'axe Indo-Pacifique voulu par Emmanuel Macron. Et je tiens juste à dire que nous, notre structure associative, chaque entrepreneur, alors là on sort de la politique puisqu'on ne fait pas de politique, on fait que de l'économie. Chaque entrepreneur, et j'en vois certains dans la salle, ont leur stratégie de développement international. Alors effectivement, par rapport aux mastodons chinois et américains, on est tout petit, mais sachez que chaque entrepreneur calédonien qui va créer une structure dans la zone, ça va permettre de développer notre influence. Et notre influence, elle est effectivement différenciée. On n'a pas les moyens de financer ou de financer des gouvernements, de financer des grands projets. Par contre, on a un moyen d'influence sur notre savoir-faire, notre formation. Vous parlez de l'université, c'est effectivement pour nos jeunes Calédoniens, c'est une vraie potentialité d'expérience complètement. Et c'est des petits exemples, etc. Mais on n'aura jamais les moyens de concurrencer ces gros. Mais plus on va multiplier ces exemples, plus effectivement on va pouvoir améliorer l'image de la Calédonie et pouvoir développer nos entreprises. Alors il y avait une autre opportunité quand on va ailleurs, donc en Australie et en métropole. Souvent on rencontre des boîtes de développeurs informatiques et qui disent vous avez de la chance de travailler en Calédonie. Donc parfois ils ont des contraintes, ils doivent être H24 pour assurer
le bon suivi de leur mission avec leurs clients, et ils disent voilà, moi j'ai pas les moyens de payer quelqu'un pour pendant la nuit parce que ça me coûte trop cher à rester devant l'écran et assurer le service s'il faut. Et donc il y a peut-être une opportunité, parce qu'il me disait en fait moi je te trouve facilement une centaine d'ingénieurs informaticiens de Dunkerque qui viendraient en Calédonie pour travailler. Donc ça ferait pendant la journée ici, on pourrait donc assurer le backup de. Donc ça c'est quelque chose peut-être qui peut être intéressant aussi, quoi. Et après on passera. Oui, l'avantage du numérique aujourd'hui, c'est que la connexion est instantanée avec tous les coins du monde. Et ça a des conséquences à tous les niveaux d'ailleurs. Vous avez été évoqué, je ne sais plus si c'est ce matin ou hier, mais par exemple, c'est vrai que ça va changer un certain nombre d'emplois. On s'en rend pas compte, mais le secrétariat, par exemple les secrétaires, ça a été quand même une base dans les services. C'était un emploi très important, en métropole comme ici, partout. Bon, les ordinateurs aujourd'hui marchent de plus en plus à la voix. Bon, on sait très bien que dans les 5 ans ou les 10 ans à venir, il n'y aura plus de secrétaire parce que tout se fera à la voix. Donc il n'y aura plus besoin de quelqu'un qui prend des notes, qui tape et autres. Et en plus, les ordinateurs corrigent les lettres, font des modèles, corrigent et autres. Il suffit de savoir comment les utiliser pour régler ce problème-là. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là ? Parce que c'est bien gentil de dire on va supprimer ce poste, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et là, on revient au problème de formation. Si on forme les gens, on prend le temps de les former, ils sont capables de faire plein d'autres choses. Donc tout ça, c'est une évolution, il faut la prendre en compte. Les voyages, aujourd'hui, il y a des campagnes dans tous les grands pays, les campagnes pour dire vous ne prenez pas l'avion, c'est scandaleux, vous bouffez du CO2. Bon. Je ne sais pas ce qu'on peut en penser, mais à ce moment-là, ces gens-là, ils sont en train de vous dire vous sortez plus de Calédonie, on vous enferme, on met des barbelés autour, il ne faut plus prendre l'avion. C'est complètement ridicule. On arrive à des absurdités. Mais, par contre, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'avec les moyens numériques, on peut éviter des voyages inutiles. Parce qu'au lieu de se taper 12 heures d'avion, le décalage horaire pour discuter pendant 3 heures avec quelqu'un, aujourd'hui, avec un lien numérique, avec un système vidéo quel qu'il soit, on peut arriver à travailler, à dialoguer avec des gens à l'autre bout du monde sans avoir à se déplacer. Alors je ne dis pas que ça n'empêche pas le contact humain qui est de temps nécessaire, mais ça peut réduire considérablement les déplacements. Ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte d'ailleurs. Et là, on est bénéfique parce que, par exemple, on peut travailler sur une société avec une partie des gens à Dunkerque, une partie ici, et puis continuer à travailler. On peut éliminer les décalages horaires par un système numérique et des gens placés dans différents coins du monde. Ça change les choses. C'est un système à penser. Alors c'est intéressant, le télétravail aussi c'est très intéressant, mais je dirais il y a toute une stratégie aussi politique derrière. Le télétravail, j'ai du personnel qui travaille à la maison, etc. Mais une fois, j'ai eu la direction du travail qui est venue et qui m'a dit attendez, quand vous faites du télétravail, en fait, il faut avoir une pièce spéciale, des heures spéciales, etc. Quoi. Oui, ça, c'est l'administration. Ça. Voilà. Alors, si on parlait de choses sérieuses, à Paris, actuellement, dans toutes les grandes sociétés, y compris dans la grande distribution, les gens prennent au moins une journée de télétravail chez eux sur les 5 jours de travail normaux. Actuellement sur Paris. C'est-à-dire que c'est lancé, c'est un phénomène irréversible. De plus en plus de gens vont travailler chez eux parce que c'est beaucoup plus pratique. On n'a plus de contraintes horaires. Les gens sont définitives, on leur confie des missions, ils les remplissent quand ils veulent, mais ils doivent les faire pour une date ou un délai ou un truc donné. Bon, ça marche très très bien. L'expérience a montré que c'est plus efficace que le travail dans un bureau. Donc ça, toutes les expériences américaines, européennes qui ont été faites le montrent. Donc on y va. Alors à partir de là, bien sûr, l'administration, et c'est normal, elle fait son rôle et elle va dire attention, il faut des règles, on ne peut pas faire n'importe quoi. Bon, ça c'est normal. Mais le fond, la vérité, c'est que le télétravail, on y va en courant. Oui, tout à fait. On va peut-être passer aux questions. Désolée, voilà, parce Merci. qu'on a un impératif avec une prochaine session. Merci. Des questions? Ah.
C'est le bon élève du jour. Bonjour. Une question peut-être qui s'adresse plus particulièrement à Charles. Ça va, Charles? Est-ce qu'on a des chiffres sur la part du chiffre d'affaires des commerçants locaux qui est faite via le e-commerce, via Internet, et quelle est justement la vision des commerçants locaux sur le développement de ces chiffres d'affaires? Alors, je ne les ai pas actualisés. Je crois que, je ne sais pas si les acteurs de la plateforme Axis sont là, ouais. Peut-être qu'ils ont... Non, t'as pas d'infos? Non. En fait, grosso modo, en général, quand une plateforme commence à tourner, quand une business commence à tourner, on estime, ce qui est mon cas, entre 2 et 5% de part sur l'e-commerce. En général, on plafonne à 2 quand on commence. Quand on commence et qu'on tourne un petit peu. On a l'ambition d'arriver peut-être à entre 8, vers 8-10, ce qui serait vraiment pas mal. Mais j'ai envie de dire que même à 2%, pour une entreprise comme la mienne, par exemple, on tourne, enfin même plus que 2%, on tourne à plusieurs commandes dans la semaine. Donc ça représente pas énorme, bien entendu, par rapport le trafic physique que je peux générer dans un point de vente. La spécificité liée au mien, dans mon secteur d'activité, c'est qu'en fin d'année, on est au moins à 10, 20, voire plus de commandes par jour, quoi. Donc, chose qu'on traite très bien d'une manière physique dans un magasin quand un client se présente physiquement. Chose qu'aujourd'hui, sur un commerce qui se lance, on traite moins bien parce qu'il y a un problème, entre guillemets, de réception de l'information, du traitement, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des personnes qui soient suffisamment averties pour les vérifier régulièrement quand les commandes sont tombées, ou avoir des alertes et les faire préparer. Parce que la différence par rapport, ça paraît inné, mais bon, c'est la réalité, hein. Ça paraît bête ce que je veux dire, mais quand on reçoit une commande sur une vente en ligne, c'est que il va falloir aller trouver le produit dans le magasin et le préparer, contrairement à une vente physique où le client va chercher le produit dans le magasin et vous l'amène en caisse. Donc je pense que c'est souvent un petit peu ça qui retarde un petit peu au départ. Et donc quand on arrive sur des périodes de grosse affluence et qu'on a 20 à 30 commandes, c'est bien, mais il faut les assurer aussi. Donc aujourd'hui, je dirais que la part en général est relativement faible, mais il faut justement il faut confirmer le tir, parce que pour moi, ça ne demande qu'à augmenter. Quand on voit le trafic petit à petit que ça génère, ça ne demande qu'à augmenter, ça c'est sûr. On avait une question également. Pardon, Eric pour l'Observatoire numérique, c'était plutôt un éclairage sur la même question, à savoir qu'effectivement suivant les secteurs d'activité, on va avoir des pourcentages de chiffre d'affaires réalisés en ligne très variés. Je vais prendre 2 exemples assez simples. La fleur coupée, qui est un produit très particulier, surtout en Nouvelle-Calédonie. Flower Shop, présenté à la CCI lors de la conférence e-commerce fin 2017, 10% de son chiffre d'affaires est réalisé via son site en ligne. Je tiens à souligner que c'est un site propre à Flower Shop. On ne parle pas de la marketplace quasiment unique en Nouvelle-Calédonie qui est Shop NC, où là je n'ai pas les chiffres, mais je sais qu'on a 2 personnes de Shop NC qui sont présentes sur Diginova, pas actuellement dans l'amphithéâtre. Un autre exemple, si on regarde les entreprises de la filière, je parle bien de la filière numérique, hein, donc avec un usage beaucoup plus important, c'est 34% de leur chiffre d'affaires qui est réalisé en ligne. Donc là, c'est l'étude baromètre 2018 filière portée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui nous l'indique. Je reprends un dernier exemple. Je vais prendre un autre service spécifique à la Nouvelle-Calédonie, qui est le service de gamelle. Donc c'est la restauration façon calédonienne, on va dire. Et avec Aquavena, qui a mis effectivement un site en place, un site qui lui est propre, mais qui a également digitalisé l'ensemble de son process. Donc là, je reviens notamment sur l'histoire de préparation de la commande. Ils étaient en tout papier. Suite à la digitalisation complète du process et la mise en place de leur site, c'est largement bien plus de 50% du chiffre d'affaires qui a été boosté. Je crois pouvoir annoncer un chiffre à hauteur de 300%. Donc ça, tout est possible. Le retour sur investissement n'est pas automatique, mais encore une fois, je crois que les Calédoniens et les entrepreneurs calédoniens doivent trouver
que ce soit des niches locales ou que ce soit des niches demain à l'export. Je reprends un exemple de la saucisse de cerf, qui peut plus facilement s'exporter qu'un bougna, pourquoi pas. C'est à chacun de trouver sa formule et pourquoi pas de tenter l'expérience via une marketplace dans un premier temps, avec un site propre, pourquoi pas dans un deuxième temps, et surtout penser à la digitalisation globale des process. C'est une autre partie cœur de métier, et là c'est du cas par cas qu'on ne peut pas généraliser. Merci Eric. Merci Eric. D'autres questions? Oui, c'est de belles opportunités. Je voulais peut-être vous avez des chiffres sur aussi, puisqu'on a facilité l'accès à l'export, donc on a aussi facilité l'accès aux intrusions. Donc en Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'il y a des commerces ou des entreprises, moi j'en connais quelques-unes, qui ont subi des fraudes, arnaques au président, bugs informatiques, etc. Est-ce que vous avez quelqu'un dans la salle a des chiffres, hein, il y a quand même pas mal de millions hein, qui sont partis ici, hein, en Nouvelle-Calédonie. On n'en parle pas, mais quand même... Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole sur ce sujet? C'est visiblement un sujet sensible. Ah, Eric. Alors, sur ce point très particulier en Calédonie comme ailleurs, la timidité des entrepreneurs est toujours forte face à ce type de cas. Faut savoir que nous, on essaie de promouvoir lors des campagnes de sensibilisation de ce qu'on appelle les entreprises utilisatrices, donc pas les entreprises de la filière numérique, à tout d'abord signifier soit auprès des forces de l'ordre ce type d'événement avant tout, et éventuellement d'utiliser le service internet-signalement.fr qui est relayé sur la Nouvelle-Calédonie par l'OPT et les fournisseurs d'accès internet notamment, mais pas que. Donc peu de chiffres, peu de visibilité. Moi j'appelle plutôt à se retourner vers les membres de l'ARIHEDN par exemple, qui peuvent avoir quelques informations, voire au niveau de la CCI, je tiens à souligner qu'il y a régulièrement des conférences proposées via la DGSI notamment, avec un intervenant des services de renseignement intérieur, qui permettent d'avoir quelques approches et quelques chiffres, mais qui sont difficilement mesurables en l'état. Encore une fois, par le manque de signalement, puis des fois des arrangements qui sont particuliers. Dernier point, je reviens sur ce point particulier des éléments statistiques. On a quelques points de difficulté en Calédonie. Je reprends l'exemple du e-commerce. Ça ne fait pas l'objet d'un code d'activité NAF, donc un code d'activité en tant que tel. Et souvent, le e-commerce vient se greffer en activité complémentaire, supplémentaire. Je peux avoir une profession, quelle qu'elle soit. Je peux me lancer mon site de e-commerce, comme l'a très bien souligné monsieur Alain Julier, à l'heure des start-upers au numérique, c'est très facile de faire ça maintenant. Mais à l'inverse, par exemple, je reviens sur cette estimation de qui fait du e-commerce en Calédonie. Si on n'est pas en train de sonder quotidiennement, régulièrement les entreprises, on ne peut pas le savoir via les outils statistiques déjà disponibles, au sein de l'ICNC notamment, par exemple. Donc il y a vraiment quelques cadres réglementaires aussi à faire évoluer sur ce point-là et sur bien d'autres, évidemment. Merci. Merci Eric. Je vais peut-être laisser notre animateur conclure avec un petit mot de la fin avant de laisser la parole au prochain conférencier. Oui, je dirais pour l'intelligence économique, donc je dirais ni naïf ni paranoïaque pour l'intelligence économique. Et donc, comme disait monsieur Alain Juillet tout à l'heure, donc les sociétés, les entreprises les mieux informées seront celles qui vont gagner. Je rajouterai celles qui sont les mieux protégées aussi. Voilà. Merci.